Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue, chers étudiants, toujours au module de gastrologie. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème, un nouveau organe, c'est l'œsophage, et on va aborder nos pathologies par première pathologie qui est le reflux gastro-œsophagien avec ses complications. Donc, c'est le cours de professeur Belghanem. Vous allez trouver tous les supports utilisés dans ces vidéos dans la description à télécharger. Je vous invite toujours, mes chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas un j'aime et un maximum de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Et pour votre bénéfice toujours, mes chers amis. Donc, aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème, le reflux gastro-œsophagien. Donc, la majorité de vous sont adaptés à ce thème-là. Et comme définition, le reflux gastro-œsophagien il se définit par le passage d'une partie du contenu gastrique dans l'œsophage. Donc là, vous voyez, ça, c'est de l'estomac, ça, c'est de l'œsophage, ça, c'est de cardia, donc c'est du sphincter là. Donc, à cause de pathologie de continence, on va noter le passage du contenu gastrique vers l'œsophage. Et ça, c'est la définition du reflux gastro-œsophagien. Et notez bien que ce RGO, ce reflux gastro-œsophagien, il peut être physiologique comme il peut être pathologique. Donc, RGO n'est pas toujours pathologique. Parfois, le reflux gastro-œsophagien est physiologique. Il serait bref, il serait postprandial, il serait asymptomatique. Et la plus importante, il n'existe pas de l'œsophagite. Donc, ce qui nous craint le maximum dans ce cours, c'est les complications du RGO, du reflux gastro-œsophagien, surtout de l'œsophagite et de l'œsophage de Barrett, l'endobrachyœsophage qu'on va aborder dans les complications, qui est une lésion précancéreuse malheureusement. Donc je répète, le RGO, le reflux gastro-œsophagien, c'est le passage du parti du contenu gastrique dans l'œsophage. On va voir la physiopathologie. Il peut être physiologique. Il est bref, il est postprandial. Notez bien, il est asymptomatique. Et il n'existe pas de l'œsophagite. Et là, la conduite thérapeutique, c'est de l'abstention thérapeutique, on va voir. Mais pourquoi on craint ce RGO lorsqu'il devient pathologique? Il devient pathologique dans ces trois conditions. Lorsqu'il est répété ou bien prolongé, premièrement le passage vers la chronicité. Lorsqu'il devient symptomatique par du pyrosis, c'est la brûlure rétrosternale, on va voir ça dans la clinique, et ou l'existence de l'œsophagite qui est la complication majeure du reflux gastro-œsophagien. Donc, les points forts à retenir dès la définition, c'est RGO peut être physiologique, asymptomatique, sans lésion, sans œsophagite, comme il peut être pathologique, répété, prolongé, symptomatique par du pyrosis. Le pyrosis, c'est la sensation de brûlure rétrosternale, notez ça bien, et, et ou la présence de l'œsophagite qui est majeure, complication à craindre, majeure lésion dans le RGO. Deuxièmement, là, c'est le modèle de l'iceberg de Castel. Donc, là, vous voyez, ça, c'est du RGO physiologique. Donc, en mauve, c'est du RGO asymptomatique qui est physiologique. Et en bleu, c'est du RGO symptomatique. Et vous voyez là que dans la majorité des cas, le RGO, il est physiologique. Donc, il est asymptomatique, comme vous voyez. Et il devient symptomatique dans des rares cas. Donc, premier étage là, le sujet, il va pas consulter. Donc là, c'est physiologique, bien sûr. Aucune complainte va être notée par le patient. Il est asymptomatique, je répète. Dans ces cas-là, donc vous voyez 75% des cas, le sujet ne va pas consulter chez vous. Pourquoi? Les symptômes, ils sont peu invalidantes avec de l'automédication. Donc, premier étage, premier signe,
bien première catégorie, les sujets ne vont pas consulter. Pourquoi? La symptomatologie là, elle n'est pas majeure, elle est peu ou pas invalidante avec la notion de l'automédication. Donc, c'est la bénignité de RGO. Et c'est de la majorité des cas, c'est 75% des cas. Donc, elle n'est pas toujours symptomatique. Sauf dans 25% des cas où il existe, notez ça bien, des complications qu'on va aller voir dans les plaques suivantes, des formes sévères et des symptômes qui sont invalidants. Donc, les sujets vont consulter chez un médecin généraliste ou dans vraiment des rares cas où il existe vraiment des complications, des gènes, des notions d'invalidité, comme on avait dit. Les sujets-là vont consulter ou adresser vers le spécialiste. Donc, vous voyez, le RGO, il est bénin dans 75% des cas. Il ne devient gênant ou bien que lorsqu'il est symptomatique. C'est 25% des cas. Donc, il est dans la majorité des cas asymptomatiques. Il est bénin, mais notre intitulé, notre question aujourd'hui, notre intérêt, c'est que les lésions, la gravité, les complications qui sont, je répète, c'est l'œsophagite, comme on va voir très prochainement, et de l'endobrachiosophage. Donc, à retenir, RGO, il est souvent asymptomatique. Il devient symptomatique dans des complications, dans des formes sévères, dans des lésions, des signes invalidants de l'œsophagite. J'espère que c'est clair comme introduction au RGO. Donc, là, vous voyez un reflux physiologique. Donc là, on note la diminution du pourcentage à chaque fois que la gravité augmente. Donc là, 100% de la population ont un reflux qui est physiologique, qui est asymptomatique, qui est bénin. Donc tous, on a le reflux qui est physiologique pendant ou après le repas post-prandial. Deuxième classe, les symptômes, mais sans œsophagite. Il n'y a pas l'inflammation de l'œsophage, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas d'agression de ce reflux à la paroi de l'œsophage. Donc, il est présent chez 10 à 20% des populations. C'est un gène, c'est du brûlure rétrosternale. Donc, des symptômes peu invalidants comme on avait vu dans le modèle de Castel. Plus rarement ou bien moins fréquemment, il existe des patients qui ont une œsophagite. Donc, c'est les érosions, l'ulcération qu'on va avoir dans l'endoscopie, qui est l'examen de choix pour détecter ces lésions. Donc, c'est 2% de population. Et très, très rarement, on a des complications. C'est le risque de l'adénocarcinome. C'est le fameux œsophagite de Barrett. On va l'aborder dans les complications. Donc, je répète les deux complications à craindre dans le RGO. C'est l'œsophagite, c'est l'érosion, l'ulcération, la lésion de la muqueuse, ou bien de la paroi de l'œsophage. Et rarement, c'est l'œsophage de Barrett. C'est la métaplasie ou bien la dysplasie qui va donner de l'adénocarcinome du tiers inférieur de l'œsophage, qu'on va l'aborder très prochainement dans les cancers de l'œsophage. Donc, il existe plusieurs formes. Il est asymptomatique dans la majorité des cas, mais malheureusement, on craint les complications qui peuvent évoluer vers l'adénocarcinome, comme on a vu précédemment dans les cancers gastriques. Deuxièmement, on va voir les causes du RGO. Quelles sont les causes du reflux gastro-œsophagien? Et là, je vous invite à les noter. C'est primordial à retenir. Et bien sûr, tout ce qui est rouge, tout ce qui est gras, tout ce qui est point fort, toujours, je répète, ce sont des questions fréquemment répondues au niveau des examens. Quels sont les facteurs impliqués? Quelles sont les causes qui contribuent dans la physiopathologie, dans la survenue du RGO? Premièrement, notez bien que la vidange gastrique dans le RGO, elle est ralentie. Donc, premier facteur, c'est ralentissement de la vidange gastrique. Donc, si on vous pose la question,
Dans le reflux gastro-œsophagien, qu'est-ce qu'on note? On note un ralentissement du vidange gastrique. On ne note pas une accélération. Faites attention dans vos questions, dans vos cas cliniques. Deuxièmement, on note la défaillance de ce système anti-reflux. Et ce système anti-reflux-là, qui est représenté par le sphincter inférieur de l'œsophage. Donc, c'est la diminution de la résistance de la muqueuse de l'œsophage. On note aussi des anomalies des contractions œsophagiennes. Donc, les contractions œsophagiennes, donc ça, c'est de la physiologie. Je vous invite à consulter la physiologie gastrique de l'œsophage. Donc, les mouvements ou bien les contractions de l'œsophage, il lui permet de se débarrasser des déchets et favoriser un flux qui est physiologique de haut vers le bas. Donc, les anomalies de contraction œsophagienne, diminution de la résistance de la muqueuse œsophagienne et faites attention, la cause la plus majeure, c'est la défaillance du système anti-reflux qui est représenté par sphincter inférieur de l'œsophage, la paroi abdominale, là, le hiatus qu'on va voir, c'est la notion de hernie hiatale, peut être cause majeure de reflux. Et notez bien que la sécrétion acide, elle est normale. Donc, il n'existe pas une hyperacidité gastrique comme on a vu dans l'ulcère. Donc là, l'acidité gastrique, elle est normale. La pathologie, elle est la défaillance des systèmes anti-reflux avec une relaxation ou bien un ralentissement de vidange gastrique avec une relaxation gastrique excessive. Donc, si on résume les facteurs, c'est la défaillance du système anti-reflux, toute diminution de résistance de la muqueuse œsophagienne, les anomalies de contracture de l'œsophage, la défaillance du sphincter inférieur de l'œsophage, des parois abdominales, donc la diminution de pression au niveau de l'œsophage par rapport à la pression gastrique. Tout ça va favoriser le reflux vers le haut de sécrétion gastrique. Aussi, notez bien, faites attention, la sécrétion acide, elle est normale. Il n'existe pas une hyperacidité comme l'ulcère gastro-duodénal. Toujours, je vous invite à traiter les modules en enchaînement. Faites attention vos cas cliniques. Faites attention à vos propositions. L'acidité, ou bien la sécrétion gastrique. L'acidité, elle est normale dans le reflux gastro-œsophagien. On note, faites attention, une relaxation gastrique qui est excessive avec un ralentissement du vidange gastrique. Donc tout ça, je vous invite à les noter, sont des facteurs favorisants. Ça, c'est les facteurs impliqués dans la survenue du reflux gastro-œsophagien. Donc j'espère que c'est clair pour les étiologies. Ah, vous voyez le système anti-reflux qui est représenté par le sphincter inférieur de l'œsophage qui est un épaississement musculaire. Là aussi, on notait bien la contribution du diaphragme, de pression aussi. Donc tout ça, c'est de la physiologie gastrique. Je vous invite à consulter de la physiologie du transit œsophagien pour mieux comprendre la physiopathologie. Donc, notez bien, comme cause l'étiologie majeure, c'est la défaillance du système anti-reflux. Troisièmement, on va passer à la manométrie œsophagienne. Et notez bien, c'est l'examen de choix, je répète, pour valider la défaillance du sphincter œsophagien ou bien du sphincter inférieur de l'œsophage. Donc, vous voyez, ça c'est deux œsophages, ça c'est contenu gastrique ou bien ça c'est l'estomac. Donc, vous voyez, donc ça, je répète, c'est de la physiologie gastrique. Vous voyez la variation de la pression au moment de la déglutition jusqu'à l'arrivée de l'estomac. Donc là, c'est de la physiologie, la manométrie. Donc, je répète, c'est le calcul de la pression dans de multiples structures de l'œsophage. Donc là, là et là. Donc, à chaque fois qu'on descend, on note l'augmentation de la pression, ce qui va favoriser, je répète, le flux physiologique, le passage des aliments en A. Donc ça, c'est physiologique. En cas de défaillance, en cas d'anomalie, de pression, bien sûr,
Donc là, on note la défaillance du sphincter et on va noter le reflux gastro-œsophagien, le reflux contre pression donc, de l'estomac vers de l'œsophage. Donc la manométrie, c'est l'examen qui est très utile pour valider les anomalies de pression, bien de contraction de l'œsophage. Cas par exemple d'achalasie, notez ça bien, il peut s'agir d'une question d'examen. Donc en cas d'achalasie ou bien une défaillance du sphincter inférieur, c'est de la manométrie qui serait l'examen de choix pour valider la pathologie. Donc, et là, vous voyez dans la manométrie, donc, la défaillance du système anti-reflux, on note une relaxation anormale qui est fréquente, qui est transitoire du SIO, du sphincter inférieur de l'œsophage, qui est le lieu de la pathologie là. Donc, c'est la manométrie, je répète, qui va nous permettre de noter l'anomalie. Donc, vous voyez là, c'est une défaillance dans la courbe qui est transitoire et elle est indépendante de la déglutition. Donc, c'est le sphincter inférieur de l'œsophage. Là, c'est le lieu de la pathologie avec une relaxation qui est anormale, qui est fréquente, qui est transitoire de ce sphincter-là. Et elle est, je répète, notez ça bien, elle est indépendante de la déglutition. Donc, majeure cause, défaillance du système anti-reflux, relaxation anormale du sphincter inférieur. Elle est notée où? Elle est notée dans la manométrie. Je vous invite à noter bien qui est l'examen de choix pour valider, pour mettre en évidence les anomalies des sphincters. J'espère que c'est clair pour deuxième titre qui est les étiologies. Ah, vous voyez un autre schéma là. C'est la relaxation transitoire du sphincter inférieur de l'œsophage, je répète toujours, qui est la cause majeure du RGO. Et là, vous voyez, comme indiqué, c'est la relaxation transitoire du sphincter inférieur de l'œsophage qui est indépendante à la déglutition. Donc là, c'est la manométrie. On note une baisse donc de 30 mm mercure, donc presque 0 mm mercure dans un intervalle de 20 secondes. Donc là, c'est un relâchement transitoire indépendant, je répète, de toute déglutition là, qui est la cause majeure, je répète, de RGO. Donc ça, c'est de la manométrie. C'est primordial. J'insiste sur la manométrie. J'insiste sur l'anomalie du sphincter œsophagien. Et j'insiste sur la relaxation, je répète, qui est la majeure cause qui est indépendante de la déglutition. Avant de conclure cette partie, on va aborder la notion de l'hernie hiatale. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est de l'hernie hiatale par glissement. On va aborder ça avec détail dans les prochains cours qui seront intitulés sur les anomalies de la paroi abdominale, bien de la paroi diaphragmatique. Donc, bref, l'hernie hiatale, elle est définie par le passage d'une partie de l'estomac vers le hiatus. Donc ça, c'est du hiatus. Et là, c'est une hernie hiatale. Et là, j'insiste, faites attention. Donc, ne confondre pas avec l'hernie hiatale avec d'une défaillance du sphincter inférieur de l'œsophage. Donc là, je demande votre attention. La cause majeure du RGO, du reflux gastro-œsophagien, c'est la défaillance du sphincter inférieur de l'œsophage. Et je répète, c'est pas le synonyme d'une hernie hiatale par glissement. Donc, l'hernie hiatale par glissement, comme définition, c'est la protrusion d'une partie de l'estomac dans le thorax à travers un hiatus œsophagien du diaphragme. Donc, c'est le hiatus là qui est défaillant. Et je répète, elle n'est ni nécessaire ni suffisante pour provoquer un RGO. Donc, une hernie hiatale, ça ne veut pas dire un RGO. Faites attention. Donc, l'hernie hiatale joue un rôle aggravant. Donc, si on vous pose la question, quelle est la cause d'un RGO? Donc, c'est la défaillance, je répète toujours, c'est la défaillance du sphincter inférieur de l'œsophage, comme on avait vu. C'est pas de l'hernie hiatale par glissement. Donc, elle est, je répète, notez bien cette phrase-là, elle est ni nécessaire, ni suffisante pour provoquer un RGO. Donc, une hernie hiatale par glissement, c'est pas du synonyme d'un RGO. Elle joue, on répète, un rôle
aggravant. Donc la cause majeure, c'est la défaillance du système anti-reflux. Hernie hiatale par glissement, là, elle joue un rôle aggravant. Donc imaginez-vous un sphincter qui est défaillant avec une hernie hiatale, donc ça va favoriser encore et encore de reflux, ce reflux d'acidité, et elle va causer les lésions qu'on on va aborder dans l'enchaînement de ce cours. Donc, je répète une dernière fois, faites attention, différenciez entre une défaillance du système anti-reflux avec de l'hernie hiatale. Et une hernie hiatale n'est égale pas à un RGO, elle est ni suffisante ni nécessaire pour provoquer de l'RGO. Elle est juste seulement un rôle aggravant. La cause, l'étiologie principale, je répète, c'est la défaillance du système anti-reflux comme on a vu dans la manométrie. Donc, j'insiste sur tous ces points forts-là à retenir. Donc, faites attention dans vos cas cliniques. Faites attention dans vos questions. La cause là, c'est la défaillance du sphincter inférieur. L'hernie hiatale, c'est juste un facteur aggravant. Elle est ni suffisante ni nécessaire de provoquer le RGO. Donc ça, c'est tout pour cette première partie. Je vous rencontrerai prochainement, mes chers amis, dans la suite de ce cours où on va aborder la clinique, les examens paracliniques et bien sûr la complication, ou bien les complications et du traitement. Je vous remercie pour votre attention, mes chers amis. Je vous rencontrerai très prochainement. Bon courage dans vos études et à la prochaine.